Salut à tous. Pour rappel et avant la reprise des vidéos de décryptage d'albums et de chansons à la rentrée, on vous accompagne pendant les congés ou travaux forcés avec 3 podcasts. 3 podcasts célébrant les principaux anniversaires rock de cet été. À écouter les yeux fermés autour de la piscine ou ouvert évidemment, en voiture et à la machine à café. Semaine dernière, on évoquait les 30 piges du festival Lollapalooza, qui a œuvré à populariser, mais aussi à rendre finalement mainstream, tout un pan de la musique alternative des années 90. Aujourd'hui, direction les 40 ans de la chaîne de télévision MTV. Make your own MTV logo with materials found around the house. Cut open some old tin cans and flatten them with a hammer. Don't forget the circle R. Nail your logo to the background and character. Your MTV logo is ready to use. MTV, it's easy when you know how. MTV, ou comment l'acronyme de Music Television dit déjà tout. À la fois l'ambition dès les origines, celle de créer un canal dédié pour la première fois entièrement à la musique, puis un nom qui claque et va autant être un état d'esprit au service d'une puissance marketing, ou l'inverse, on ne sait plus. En 2016, la chaîne new-yorkaise était diffusée dans 91 millions de foyers américains, mais aussi dans 171 pays. La chaîne appartient depuis à un conglomérat coté en bourse et qui compte notamment CBS, Paramount ou Nickelodeon. MTV porte pourtant en son nom le constat de son échec, car après avoir créé, accompagné, voire même imposé tout un pan de la culture américaine au monde, la musique qui a pourtant fait sa gloire n'existe principalement aujourd'hui chez MTV que dans son acronyme. Avant que le premier clip malicieux, Video Killed the Radio Star des Buggles, n'inaugure le robinet à clip de MTV ce 1er août 81, l'idée même d'une télévision musicale n'est pourtant pas neuve. En 1974, la Music Video TV retransmet déjà des clips dans les magasins de disques américains. Mais la chaîne ne sera plus active lors du lancement de MTV en 81. Pour autant, l'influence n'est pas directe, car l'idée de MTV vient à W. Pittman après avoir testé la mise en valeur de clips dans l'émission Album Tracks, qui durait seulement un quart d'heure sur une chaîne de télé new-yorkaise à la fin des années 70. Mais revenons à ce 1er août 81, les premières images utilisent le premier compte à rebours du lancement de la navette spatiale Columbia, qui a eu lieu la même année, et le dévoilement sur la Lune du logo MTV par l'équipe d'Apollo 11 à la place du traditionnel drapeau américain. À noter d'ailleurs que Neil Armstrong a refusé que la chaîne n'utilise sa célèbre citation, remplaçant alors sa voix par un bip de censure qui deviendra presque un gimmick de la chaîne pour le meilleur et pour le pire. De même qu'il arrivait d'apercevoir quelques écrans noirs à la télé le temps qu'un employé insère la cassette suivante dans le magnétoscope, on est encore loin de l'Empire. Mais l'effet est immédiat. En moins de 2 mois, les disquaires diffusant MTV vendent davantage et les stations de radio se mettent à reproduire la programmation de la chaîne. Un comble quand on sait que celle-ci est à l'origine calquée sur AOR, soit du classic rock issu d'albums. MTV se fera pourtant écho du top 40 à partir de 84, critère permettant de faire le tri dans l'afflux soudain de vidéos des maisons de disques. Le tout est incarné par des animateurs au profil marketing étudié, allant jusqu'à diffuser un même clip 7 fois par jour. La révolution est en marche, la télévision, en plus de révéler son pouvoir hypnotique, pouvait être ainsi utilisée en fond sonore, ringardisant au passage la radio. En 86, seulement 5 ans après sa création, les 12-24 ans américains avouent même l'écouter ou la regarder entre 30 minutes à 2 heures par jour. En réaction donc, les budgets promo des labels se mettent à gonfler, tentant d'imiter les clips alors les plus chers de l'histoire, et surtout pré-MTV, comme par exemple Bohemian Rhapsody de Queen en 75 ou encore Ashes to Ashes de David Bowie en 80.
MTV va ainsi, consciemment ou non, rendre l'image de l'artiste plus importante que sa musique, et ce, sans qu'il n'ait désormais et nécessairement besoin, comme c'était le cas auparavant, de se créer une réputation sur scène. America! Demand your MTV! I want my MTV! I want my MTV. I want my MTV! Call your cable company and say I want my MTV! Alors, peu importe que vous ayez regardé MTV ou non, la chaîne a façonné une partie des goûts et des ventes de la musique des années 80 aux années 90, à commencer par celle de la scène britannique. Étant donné que les Anglais, notamment grâce à leur émission Top of the Pops, où certains lives étaient remplacés par des vidéos plus travaillées, eh bien ces Anglais ont de l'avance sur ces formats vidéo. MTV diffuse beaucoup ainsi de ces artistes dans ses premières années. Rod Stewart, Phil Collins, Iron Maiden, Kate Bush, de quoi créer aux États-Unis une Second British Invasion, 20 ans après que les Beatles ou les Rolling Stones aient trusté les charts américains. Duran Duran, Billy Idol ou encore Eurythmics sont programmés à haute fréquence. Ils explosent ainsi outre-Atlantique. Les magazines papier, eux, accompagnent le mouvement. Et Dire Straits cite même la chaîne dans son tube Money for Nothing en 85. Quant aux spectateurs, on va même alors jusqu'à parler d'une génération MTV. 10 ans après la création de la chaîne, des groupes comme Nirvana, dont le chanteur est d'ailleurs aussi soucieux de ses vidéos que de ses disques, ouvrent la porte à un rock alternatif soutenu par le festival Lollapalooza, dont je vous parlais la semaine dernière. Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Nine Inch Nails, etc. explosent également aux grandes dames des groupes de glam qui, à l'exception d'Aerosmith, disparaissent de la programmation. Pour autant, le hard rock à la Pantera ou Death survit via quelques émissions dédiées, alors que Rage Against the Machine, Radiohead, The Offspring ou Cranberries profitent de ces répétitions hypnotiques en compagnie, enfin, du hip-hop. Hip-hop, ou disons plutôt le gangsta rap. Tupac, The Notorious Big, le Wu-Tang, Warren G, Ice-T, Snoop Dogg et Dr. Dre, dont les ponts avec l'attitude rock et les lourdes basses sont plus faciles à tracer. Fin des années 90, c'est l'électro qui rejoindra la danse avec The Prodigy, les Chemical Brothers ou Aphex Twin, dont les clips sont aussi répétés jusqu'à l'overdose. Avant d'arriver dans les années 2000 où, à l'image des cycles musicaux, eh bien MTV va revenir à ses fondamentaux rock via le néo-metal à la Korn, Limp Bizkit ou System of a Down. Seul accro à la puissance de MTV, le courant néo-swing, que la chaîne n'a, après pourtant plusieurs tentatives appuyées, pas réussi à imposer. Mais MTV va surtout permettre de faire éclore toute une génération de réalisateurs. Spike Jonze, avec ses clips de Fatboy Slim, de Björk ou de Weezer. David Fincher, avec Madonna, Nine Inch Nails ou George Michael. Michael Bay, avec Aerosmith, Tina Turner ou Meat Loaf. Et même le français Michel Gondry, avec Lenny Kravitz, Daft Punk ou Foo Fighters. Tous s'essaieront alors à l'exercice lucratif avant de se lancer dans le long métrage. Leur reconnaissance a d'ailleurs été appuyée par la Music Video Production Association, réclamant dès 92 à MTV que soit indiqué le nom des réalisateurs au générique. Nous sommes alors, et c'est bien la preuve, en plein âge d'or du clip, dont le montant peut parfois atteindre plusieurs milliers de dollars, comme avec Michael Jackson, qui détenut longtemps le haut du panier avec son titre Ghost en 96 pour 15 millions de dollars, et ce même si on n'est plus sur un moyen métrage. Tout ça avant que Happy de Pharrell Williams en 2013 ne batte un nouveau record avec son clip durant 24 heures, ou alors Level of Concern de 21 Pilots et leur live stream de 178 jours en 2020. Mais n'oublions pas également l'influence de MTV sur les chorégraphes, les artistes ajoutant de plus en plus de parties dansées au sein de leurs clips. En plus d'apprendre les paroles, les fans apprennent donc désormais les chorégraphies de Michael Jackson ou de Madonna, capables de mélanger des éléments jazz ou issus du breakdance.
Même le film Flashdance envoie une vidéo dansée pour faire la promotion de sa sortie. L'ère de l'artiste Homme Sandwich fait alors grincer les gardiens du temple. Life gets better when you and your family plug into MTV. Junior's grades have improved. I got a C+ in health ed. Sis has perfect teeth. No cavities. Mom has more energy for housework. My kitchen is spotless. And so are the glasses. And Dad got a raise at the car wash. They made me head wiper. When you plug into MTV, you plug into a brighter tomorrow. If it weren't for MTV, we'd all be complete losers. Right, Dad? That's right, son. MTV, the most trusted name in music Les television. premières critiques ne portent pas sur la définition même de MTV, sa forme avilissante, ses répétitions excessives et son influence sur une jeunesse peut-être docile sous couvert de révolution rock, dont le canal est pourtant loin d'être anticapitaliste. Non, la réflexion générale sur la présence soutenue d'écrans dans nos vies quotidiennes est alors inaudible, minoritaire et plutôt une préoccupation de notre époque. Non, ces critiques portent sur le contenu, à commencer par la faible, voire inexistante exposition d'artistes noirs dans ses premières années, à l'exception de Tina Turner ou encore de Donna Summer. Une revendication portée par David Bowie lui-même lors d'une interview avec la chaîne en 83 pour la promotion de son album Let's Dance. Je vous invite d'ailleurs à revoir cette interview, MTV plutôt fair-play, la mise en ligne en 2016. Problème gênant donc, avec un serpent qui se mord la queue, les maisons de disques investissant eux-mêmes peu dans les vidéos d'artistes noirs, étant donné qu'ils peineraient à persuader MTV de les diffuser. Quant à MTV, la chaîne prétend que c'est le peu de qualité de celle-ci qui l'a contraint à ne pas les diffuser, jusqu'à changer de position. Pour sa défense, Caroline B. Baker, responsable des acquisitions de la chaîne et femme noire, s'offusque alors de cette conception étroite de la musique qui ne devrait pas, selon elle, se résumer à la seule couleur de ses artistes. D'autant que la ligne éditoriale de MTV reste figée sur le rock, une musique alors majoritairement blanche. Et oui, sauf que certains artistes caucasiens non rock seront pourtant diffusés à l'antenne. L'argument passe donc mal, et Baker avouera quelques années plus tard que cette exclusion de la black music était volontaire, à la fois pour ne pas segmenter une partie des spectateurs, composés en majorité de caucasiens, mais aussi parce que certains titres comme Super Freak de Rick James, elle-même rejetée, présentaient des femmes noires à moitié nues, craignant alors un angle uniquement sexualisé sur cette communauté. La bascule, c'est la gueulante du label CBS Sony. Son patron menace en effet de retirer l'intégralité de ses artistes si aucun effort n'était entrepris. Miraculeusement, Billie Jean de Michael Jackson se retrouve quelques jours plus tard dans les rotations intensives, non sans avoir d'abord atteint la première place des charts. La prise de risque est donc minime pour MTV et ouvre la porte à Prince, Lionel Richie, Whitney Houston ou Stevie Wonder sans pour autant parler d'invasion. La conversion est en effet lente et il faudra attendre le rap de Run DMC ou LL Cool J par exemple à la fin des années 90 pour commencer à entrevoir un équilibre plus représentatif de la population américaine, et ce même si l'intégralité de la programmation reste hélas exclusivement anglophone, qu'importe la part importante de latinos dans le pays. L'autre principale critique, au-delà de l'homogénéisation du rock, dénoncée par exemple par The Dead Kennedys dans leur chanson MTV Get Off the Air, viendra du changement progressif de cap de la chaîne, réduisant ses programmes musicaux pour diffuser les premières émissions de télé-réalité américaine. On parle même de moins 36% de clips entre 95 et 2000, voire de seulement 3 heures quotidiennes en 2008, assez pour que Justin Timberlake pousse un coup de gueule lors du MTV Video Music Awards en 2012. Mais si ces émissions de télé-réalité portent tout d'abord sur l'univers musical, comme la visite des villas des stars, le making-of de clips ou encore le quotidien d'Ozzy Osbourne, il faut rappeler que les spectateurs ne vieillissent pas avec la chaîne et leur renouvellement est donc constant. MTV tente alors de s'adapter à la demande en anticipant la future plateforme de YouTube, c'est-à-dire du sensationnel, du pas cher et une plus grande segmentation de ses canaux
excite l'éclectisme. Et puis, États-Unis oblige, les vidéos développant des thèmes anti-religieux, ce ne sera pas le seul thème incriminé, seront censurées avec quelques contradictions. Le retrait, par exemple, de Jesus Christ Pose de Soundgarden ou de Megalomaniac d'Incubus, mais le maintien de Marilyn Manson dont les ventes sont supérieures. Et rappelons également que c'est la vacuité de MTV qui inspira à Damon Albarn la création de Gorillaz vers 98, singeant alors un groupe dont l'image serait centrale. Une critique cependant un peu rapide, car loin de se contenter d'être un simple diffuseur, voire influenceur, MTV va aussi être le lieu d'événements qui marqueront la création musicale et le star system. Turn it on! Leave it on! America! See the music you want to see! I want my MTV. All right. I want my MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough. En 83, c'est par exemple dans une émission spéciale de MTV que le groupe Kiss apparaît pour la première fois sans maquillage. Une opération qui leur offrira leur premier disque de platine depuis 79 et une tournée qui va prendre des allures de reconquête réussie. En 84, la première émission MTV Video Music Award marque un rendez-vous annuel désormais attendu pour le meilleur et pour le pire de la chaîne. Entre le Like a Virgin d'une Madonna sortant d'un gâteau géant, la prestation de 15 minutes de Michael Jackson en 95, le Boa de Britney Spears en 2001, le baiser de Madonna avec Christina Aguilera et Britney Spears en 2003, le coup de sang de Kanye West en 2009, hurlant sur scène que Beyoncé aurait dû gagner à la place de Taylor Swift, lui valant d'ailleurs tout de même d'être traité de crétin par Barack Obama, la robe en viande de Lady Gaga l'année suivante, le twerk de Miley Cyrus en 2013 ou le medley de Missy Elliott en 2019. Preuve encore une fois que l'image l'emporte de plus en plus sur la musique. Dès 85, si MTV pêche par son manque de diversité à l'antenne, la chaîne fera toutefois la promotion de messages d'intérêt public et de causes caritatives, à commencer par la lutte contre l'épidémie du sida ou la diffusion pendant 16 heures des concerts du Live Aid, organisés pour collecter des fonds pour l'Éthiopie, alors qu'ABC se contente, elle, d'un best-of. En 91, le clip de Smells Like Teen Spirit, qui a atteint aujourd'hui le milliard de vues sur YouTube aux côtés de November Rain de Guns N' Roses et qui fête début septembre ses 30 ans, fait l'effet d'une bombe et basculé, je le disais, le rock alternatif dans le giron mainstream. Mais au-delà des nombreux tremplins et compilations de la chaîne, sa véritable contribution à la musique restera le MTV Unplugged. Émission live et acoustique d'artistes, pourtant électriques, dont nous fêtions les 30 ans au printemps sur Facebook. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vous replace donc ici quelques anecdotes fameuses. Le 20 mai 91, c'est donc McCartney qui ouvre le bal avec l'album Unplugged The Official Bootleg, publié au Royaume-Uni, alors que la première émission, elle, de MTV, eh bien, elle date de 89, avec Squeezie, Sid Straw et Elliot Easton. Plus d'une centaine d'artistes se succéderont en version débranchée, c'est-à-dire sans instrument électrique, même si, comme Springsteen ou Cobain, certains tricheront. Pourtant, une trentaine seulement de ces émissions seront éditées en album. L'exercice, culotté en pleine ère du rock saturé et inspiré d'une série de concerts pour Amnesty International en 79, mélange déjà les genres, comme avec le rappeur LL Cool J dès 91, en featuring avec De La Soul ou encore A Tribe Called Quest. Enregistré en 92, la prestation d'Eric Clapton est le disque live le plus vendu de tous les temps et récompensé quand même par 6 Grammy. L'émission la plus vue est évidemment celle de Nirvana en 93. C'est la dernière prestation télévisée de Kurt Cobain, comprenant des reprises de Meat Puppets, de David Bowie, de Lead Belly avec Where Did You Sleep Last Night. Je vous invite d'ailleurs à revoir notre vidéo décryptage complète sur le sujet. Le chanteur de Soul Asylum s'est mis en couple à la suite de sa prestation avec une des membres du public qui est Winona Ryder.
Autre anecdote, en raison de sa popularité décroissante aux États-Unis, l'émission de Phil Collins n'a été diffusée qu'en Europe. En 95, Kiss, encore eux, réunit ses anciens musiciens pour l'occasion. Succès, le groupe se reforme une nouvelle fois l'année suivante. C'est aussi dans cette émission que Courtney Love et Hall, accompagnés d'un ensemble à cordes, dévoilent un inédit de Nirvana qui s'appelle You Know You're Right. De l'aveu des techniciens, le seul concert vraiment acoustique qui a eu lieu fut celui du groupe chilien Los Tres. L'album sera d'ailleurs quadruple disque de platine. En 96, ce sont Jimmy Page et Robert Plant, ex-Led Zeppelin, qui se réunissent via l'album No Quarter, enregistré au Maroc, Pays de Galles et à Londres. John Paul Jones, autre rescapé de la bande, lui, n'était pas au courant. Oasis se prête à l'exercice la même année, en 96, mais sans Liam Gallagher, qui évoque un mal de gorge et chahute le groupe pendant la prestation depuis le balcon. Et il enregistrera le sien finalement en 2019. En 2013, Scorpions, et ce malgré leur album Acoustica, enregistrent pour la première fois l'émission à ciel ouvert en Grèce et sur 3 jours. Enfin, autre fait marquant de l'émission, en 2017, après 10 ans de négociations, le groupe norvégien AA accepte enfin de participer. Mais vous aussi, vous avez peut-être des événements marquants liés à MTV, des souvenirs. N'hésitez pas à nous en faire profiter en commentaire, à liker et partager ce podcast enregistré à la bonne franquette. Semaine prochaine, on évoquera les 50 ans du festival Reading. On se voit d'ici là sur Discord ou Tipeee, sur lequel il reste encore quelques goodies. À vendredi.